Bien, nous nous retrouvons donc pour cette dernière partie de notre colloque sur la révolution du secteur médico-social. Nous avons eu des interventions déjà très riches au cours de cette matinée et de ce début d'après-midi. Et nous avons donc comme dernier intervenant Patrick Goët qui nous fait l'amitié de revenir puisqu'il avait déjà participé à l'un de nos précédents colloques. Donc Patrick Goët, que je ne présente plus, dont je ne listerai pas les différentes fonctions qu'il a pu occuper depuis de nombreuses années dans notre secteur. Il est actuellement président de l'ADAPT et président de la FIRA. Et donc il va donc nous nourrir notre réflexion sur une réponse adaptée, évolutive et durable pour chaque personne en situation de handicap. Voilà, je vous laisse la parole, Monsieur Goët. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Je salue chacune et chacun d'entre vous et je suis ravi de participer à cet échange. Effectivement, aujourd'hui, je préside l'ADAPT et la FIRA. La FIRA, c'est une fondation internationale qui s'occupe de recherche sur le handicap. Et dans ce cadre-là, j'ai succédé à Axel Kahn, qui en a été pendant un certain temps et même pendant un temps certain, le président. À ce que vous avez rappelé, Monsieur Parmentier, j'ajouterai un long cheminement au sein de la mutualité, ce qui fait que la mutualité m'a conduit à observer les choses sous un angle plutôt médico-social, on va dire, et je pense que c'est important. Et j'ai été secrétaire général d'Inclusion Europe, et à ce titre-là, j'ai pu comparer les modes d'approche de la question du handicap sont des approches culturelles différentes, mais je n'insiste pas là-dessus. Alors, à l'époque où nous étions convenus de cette participation, j'étais encore l'adjoint du défenseur des droits. Et je pense que les saisines qui parviennent chez le défenseur des droits et le traitement qui en est fait sont dans une large mesure révélatrices de la situation. Alors évidemment, les personnes handicapées satisfaites et heureuses ne nous saisissent pas. Celles et ceux qui nous saisissent sont ceux qui ont des difficultés. Sachez quand même, et j'ai vérifié auprès de nos successeurs, la tendance est rigoureusement la même. Le handicap est la première cause de saisine du défenseur des droits. Ça, c'est pour un premier point. Deuxième point, l'emploi et les difficultés dans l'accès à l'emploi, le maintien dans l'emploi, l'évolution de carrière, l'adaptation du poste de travail continuent de constituer la majorité de ces saisines. Saisines qui parviennent au siège du défenseur des droits, mais qui aussi parviennent chez les délégués du défenseur des droits. Et quand elles sont traitées par nos délégués, elles permettent de contextualiser les démarches qui sont faites, et j'en dirai d'ailleurs un mot tout à l'heure. Vous l'avez relevé, ce sont des formules que j'utilise assez souvent. Je rappelle, et je le dis en toute sincérité, je ne trouve pas suffisamment d'écho à ce que je vais dire dans les politiques publiques. Le handicap est une réalité multiforme. Et la légitimité des politiques qui sont pratiquées en la matière procède de la prise en considération de cette multiformalité. Qu'il s'agisse de la nature du handicap ou du degré du handicap. Ça, c'est un premier constat très important qui, de mon point de vue, doit inspirer les politiques publiques en la matière. Ensuite, et de ce fait-là, la réponse qui est attendue et qui doit être accompagnée, c'est une réponse qui soit adaptée, qui puisse évoluer et qui soit durable. Ces trois adjectifs sont fondamentaux. Si on veut une politique, alors je suis pas en train de dire que la politique actuelle, comme celles qui ont pu la précéder, n'ont pas cette prise en compte. Mais il faut être très vigilant à ne pas s'en écarter, surtout dans le contexte actuel, qui remet en cause un certain nombre de choses et qui, par ailleurs, exacerbe un certain nombre de difficultés.
Et je pense que une des conséquences importantes de cette pandémie, c'est que justement, elle exacerbe un certain nombre de difficultés et elle en confirme la réalité. 3 mots là-dessus. D'abord, il faut qu'il y ait des efforts qui sont faits, mais les résultats ne sont pas toujours à la hauteur de ces efforts. Il faut qu'il y ait la politique du handicap, elle est pilotée par plusieurs acteurs, par l'État, par les collectivités territoriales, par l'ARS, par le conseil départemental, etc. Il faut qu'il y ait une méthodologie de l'anticipation, de l'accompagnement et des conclusions que l'on peut tirer de ce qui est fait. Il faut qu'il y ait une méthodologie. Au début de la pandémie et à certains moments, on a bien vu qu'il y avait télescopage entre les compétences des uns et des autres. C'est une parenthèse contextuelle, mais c'est une parenthèse importante car on peut transposer ce constat à la globalité de la question du handicap. Alors, si j'ai bien compris, la question de Séraphin est une question centrale. Les évolutions à venir, l'adaptation. La première des choses que je vais dire, et que je vais dire avec une certaine solennité, il ne faut pas que Séraphin ressemble à la T2A. Il ne faut pas que Séraphin ressemble à la T2A. Parce que, à l'époque où ça a été adopté, j'étais délégué interministériel aux personnes handicapées. Alors, je ne vais pas me présenter comme ayant été un visionnaire, mais ce que j'ai redouté, c'est que l'on, petit à petit, sombre dans une approche avant tout gestionnaire et financière. Je n'en nie pas l'importance, mais ce dispositif doit correspondre aux attentes et aux besoins. Or, soyons intellectuellement honnêtes, pour que ça serve à l'avenir, pour que tous les morts de la pandémie ne soient pas morts pour rien. Il ne faut pas reproduire dans d'autres secteurs ce que l'on a fait, que l'on a cru bien faire, mais dont aujourd'hui on mesure les conséquences difficiles. Ça, c'est une première chose. C'est une position qui n'est pas d'opposition. C'est une position que je veux absolument constructive pour l'avenir. Évitons cet écueil. Évitons cet écueil. Ça, c'est un premier point. Ce que je trouve intéressant dans les évolutions qui sont en cours, c'est que, et ça fait écho à la définition que je donnais tout à l'heure du handicap, c'est que on est vraiment pour une politique qui corresponde avec les besoins de la personne, avec l'évolution de ses besoins. On sent qu'il y a l'expérience aidante, qu'il y a cette préoccupation, et d'inscrire cette préoccupation dans la notion de parcours. À propos du parcours, encore une fois, il faut qu'il repose sur des réponses adaptées, évolutives et durables. Dans le parcours, il manque quelque chose d'important. C'est l'anticipation et l'accompagnement de l'avancée en âge. N'oublions pas, alors en plus, la question de l'autonomie est à l'ordre du jour. On a créé un ministère de l'autonomie, qui grosso modo couvre la question de la dépendance, mais la question de l'autonomie, elle concerne aussi les femmes et les hommes qui manquent d'autonomie, pour 2 raisons. C'est que, et j'avais fait le constat quand j'ai réalisé mon rapport sur l'avancée en âge des personnes handicapées, que j'ai remis en 2013, mais qui comporte encore des observations d'actualité. La personne handicapée qui avance en âge, en moyenne, elle perd de l'autonomie plutôt que le reste, en moyenne, plutôt que le reste de la population. Et son handicap d'origine a tendance à s'accroître et surgissent des handicapés qui sont liés au vieillissement lui-même. Donc, il y a 2 leviers dans le vieillissement de la personne en situation de handicap. L'avancée en âge de la personne en situation de handicap commande de l'anticipation, beaucoup d'anticipation. En plus,
les moments de rupture sont beaucoup plus mal vécus par la plupart des personnes en situation de handicap que pour le reste de la population. C'est pas vrai de toutes, mais c'est vrai pour une bonne partie d'entre elles. Il faut de l'anticipation et il faut de l'accompagnement. Et dans vos documents, on sent qu'il y a cette prise de conscience, cet intérêt pour le sujet. La raison d'accord, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs je suis désireux, si vous êtes d'accord, que l'on continue d'avoir des relations qui nous permettent d'échanger autour des constats que l'on peut faire, etc. Alors, je voudrais maintenant, rapidement, mais je voudrais maintenant évoquer le contexte. Premier élément du contexte, un élément législatif. Avec la loi Elan, nous sommes passés d'une politique dominée par le concept d'adaptabilité. La France s'est éloignée du concept d'accessibilité pour se rapprocher du concept d'adaptabilité. Et c'est une des leçons que l'on peut tirer des effets systémiques de la loi Elan. Je peux me tromper, c'est ce que je redoute, parce qu'en France, on ne sait pas suffisamment anticiper les effets systémiques des dispositions politiques que l'on prend. Mais l'adaptabilité, c'est un progrès. Mais l'adaptabilité, ce n'est pas la totalité du progrès réalisé quand on recourt au concept d'accessibilité. Donc, on a besoin d'être attentif à ça. Et comme nous allons les uns et les autres être sans doute conduits à rédiger des plaidoyers dans la perspective des élections présidentielles et législatives, je pense que c'est un point important qu'il faut mettre à l'ordre du jour du prochain mandat présidentiel et du prochain mandat législatif. Au fond, considérons l'adaptabilité comme ayant été un pas en avant, mais demandons à la collectivité qu'elle anticipe un second pas en avant, fort des conclusions de l'adaptabilité, pour aller plus résolument vers l'accessibilité. Et là, je voudrais mettre sur la table un point qui me mobilise beaucoup. Il y a deux cultures en Europe. Il y a une culture de la solidarité, il y a une culture de l'accompagnement. Nous appartenons plutôt à la culture héritée du droit romaniste, de l'influence catholique. Chez les autres, c'est plutôt la common law, c'est plutôt l'influence protestante. Chez nous, on est beaucoup sur l'idée qu'il y a des gens qui ont, il y a des gens qui peuvent, et que repose sur ces gens-là une obligation de solidarité envers ceux qui ne peuvent pas ou moins, etc. Ça, c'est une manière de voir. Il ne s'agit pas de jeter ça aux orties. C'était hier la charité, c'est aujourd'hui la solidarité. Soyons francs, c'est un mot que je n'entends pas beaucoup dans les discours officiels. Le mot solidarité. Il faut, à mon avis, le réhabiliter avec tout ce qu'il signifie. C'est une valeur de la société. Dans les sociétés qui sont plutôt marquées par la common law, le monde anglo-saxon, le monde protestant, et je ne suis pas en train d'émettre un jugement de valeur. Dans ces sociétés-là, l'idée, c'est que chaque individu, vieux, jeune, handicapé, valide, elle est porteur ou porteuse de capacité. Et par conséquent, la société doit avant tout réunir les conditions pour que ces capacités puissent s'exercer. C'est pas la même démarche culturelle, et par conséquent, ce sont deux sources différentes de politiques spécifiques. Encore une fois, je ne porte pas de jugement de valeur, mais la vertu de la construction de l'Europe, et j'ai été secrétaire général d'Inclusion Europe pendant 9 ans, cette vertu, c'est de faire se croiser ces deux approches culturelles. Moi, je pense, je livre ça à la réflexion des uns et des autres, je pense que nous avons un socle législatif solide, la loi du 11 février 2005. Je pense que l'on pourrait peut-être revisiter la loi 2002 sur les institutions pour y inclure, alors il ne s'agit pas de se réembarquer dans un dossier législatif qui va nous prendre 3 ans. À l'heure actuelle, vu le contexte, il faut plutôt de l'efficacité.
Je ne dis pas que quand on refait la loi, c'est pas efficace, mais enfin, ça prend du temps, les effets systémiques, on les cherche, etc. Alors, on a tendance en France à dire deux choses. Tendance à dire, voilà, il y a une bardée de textes, etc., etc. Mais quand il y a un problème, on dit, mais qu'est-ce qu'on attend pour faire une loi? Eh bien, je pense qu'il vaut mieux s'interroger sur l'opportunité qu'il y aurait d'inclure. Alors ça, c'est un débat de fond. D'inclure dans la loi de 2002 des dispositions qui portent sur l'inclusion. Moi, je souhaite un débat sur, justement dans la perspective de ces échéances électorales, je souhaite un débat sur la fonction inclusive du service et de l'institution. Aujourd'hui, je crains, je ne fais pas de procès d'intention, je ne fais surtout pas de procès d'intention, mais l'exclusive est sur un concept d'inclusion auquel j'adhère, mais que j'estime insuffisamment décliné. Ça rejoint ce que je disais initialement, c'est-à-dire à chacun une réponse adaptée, évolutive et durable. Eh bien, dans ce panel de réponses, on trouve l'institution. L'institution lourde pour les personnes lourdement handicapées. Vous savez, c'est, de mon point de vue, c'est à l'attention qu'une société porte sur les plus handicapés de ses membres que l'on mesure sa qualité. Parce que c'est une approche globale de la question. Alors, pour achever sur le contexte, ma fonction d'adjoint du défenseur des droits a confirmé dans mon esprit 4 ou 5 phénomènes attentatoires à l'égalité de traitement, l'égalité adaptée de traitement. D'abord, il y a les inégalités territoriales. Il y a les inégalités territoriales. Il y a 4 ou 5 France. Il y a la France de Paris et des métropoles. Vous avez la France des villes petites et moyennes dont les centres se désertifient au profit de la cathédrale des temps modernes qu'est l'hypermarché. Vous avez ensuite, vous avez la campagne, vous avez la ruralité plus exactement. Et d'ailleurs, la date ayant un rôle important dans la préparation et le déroulement de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, nous proposons au secrétariat d'État, ainsi qu'au FIPHFP et à la GFIP, que la ruralité soit à l'ordre du jour de la prochaine Semaine européenne pour l'emploi. Ce sont des zones du pays qui sont négligées. Donc, j'ai parlé de la ruralité, mais je parle aussi de la France ultramarine, car il ne faut pas oublier que nous avons une responsabilité là-dessus. Et je le dis en toute sincérité, le défenseur des droits y a des délégués. Dans beaucoup d'endroits, nous n'avons pas à être fiers de ce qui s'y passe dans les territoires ultramarins. Et c'est une espèce d'alerte, si vous voulez, que je répète. Donc, inégalité territoriale, il en découle un isolement social pour beaucoup. Quand vous pensez qu'au début de la pandémie, dans certains villages, montagnards, etc., une dame âgée ou un homme âgé voyait quelqu'un pendant un quart d'heure la semaine, l'aide à domicile est négligée. L'aide à domicile est dans une situation désastreuse. Dans une société qui avance en âge, l'aide à domicile, c'est fondamental. Quand il s'agit de préserver les zones territoriales, il y a des zones où, surtout dans une période de pandémie, alors depuis, on a pris conscience, on a amélioré, on a fait des progrès, ça je ne le nie absolument pas, encore qu'à certains endroits ce soit insuffisant. Mais l'isolement social, pour une personne qui perd de l'autonomie, du fait de son âge par exemple, pour une personne handicapée qui a déjà perdu de l'autonomie, etc., c'est dramatique. Donc, inégalité territoriale, isolement social, fracture numérique. Il y a encore dans ce pays des zones où on ne peut user du numérique que pendant la nuit. Mais il y en a même où on n'y a toujours pas accès. Bon, ça s'est réduit.
Mais ça continue d'être un véritable problème. Et puis, il y a la dématérialisation à marche forcée. Si vous savez combien de saisines parviennent chez le défenseur des droits, parce que les gens ne savent plus comment accéder et obtenir leurs droits, il est indispensable. Le président de la République l'avait d'ailleurs constaté et annoncé, je ne sais pas où on en est, mais il avait souhaité à un moment donné mettre en œuvre un programme de mise en place. Il avait fait référence aux cantons à l'époque, à l'intérieur desquels il devait y avoir un centre où on pouvait trouver des interlocuteurs pour les principaux services publics et les principales caisses de sécurité sociale. L'ordinateur, même pour quelqu'un qui sait s'en servir, il y a des réponses auxquelles il ne peut pas répondre. Et puis, il y a des justifications à ce qu'on lui demande de faire à la personne que l'ordinateur n'est pas en capacité de donner. Or, dans une démocratie, la citoyenneté, c'est de bénéficier des explications sur les obligations que l'on demande à chaque citoyenne et chaque citoyen de remplir. Et la personne en situation de handicap, c'est une citoyenne, c'est un citoyen à part entière, mais avec parfois des difficultés d'accès, de compréhension, de possibilité d'accéder. Ça a été un de mes combats chez le défenseur des droits, à la suite des... Et ça continue d'en être un d'ailleurs, ça continue d'en être un. Écoutez, vous m'avez demandé de contextualiser, donc c'est ce que j'ai essayé de faire, avec enthousiasme et détermination, si c'est possible. Je pense avoir répondu à votre attente. Si vous avez des questions, si vous voulez des précisions, bien évidemment, je suis totalement à votre disposition, si je suis en mesure d'y répondre. Un grand merci, Monsieur Goé, pour votre propos qui vient magnifiquement conclure notre journée. Et effectivement, je pense qu'on a un peu de temps pour des échanges à la fois avec les personnes qui sont intervenues ce matin et qui sont encore présentes parmi nous, Daniel Gacouin, Sébastien Pommier, Frédéric Vergniaud cet après-midi. Donc voilà, ils peuvent évidemment, comme ils l'ont fait au long de la journée, interagir et dialoguer avec vous. Et puis, nous avons aussi la possibilité de répondre à des questions des personnes qui sont connectées sur le webinaire. Et donc, voilà, il y avait 150 inscrits à notre journée. Donc, je les invite, comme depuis le début de cette journée, à poser leurs questions sur le canal questions-réponses du webinaire. Et nous relayerons ces questions à Patrick Goé, éventuellement aux autres intervenants. On a encore... une demi-heure, allez, on va dire 20-25 minutes à passer ensemble sans souci. Donc, voilà, n'hésitez pas à intervenir, à poser vos questions. Est-ce que nos intervenants de ce matin et du début d'après-midi souhaitent réagir aux propos de Patrick Goé? Je ne sais pas comment il faut que je le prenne. C'est un désintérêt total ou une satisfaction totale? C'est pour vous taquiner, Voilà. Alors, comme tout à l'heure, Daniel Gacouin prend la parole. Merci. Les arguments d'autorité sont évidemment difficiles à contredire. En plus, quand je dis autorité, c'est expérience, expertise, engagement de M. Goé. Donc, bien sûr, tout ça est fort intéressant. Donc, moi, je n'ai pas de questions particulières. Je bois du petit lait en vous écoutant comme tout le monde. Peut-être dans la foulée quand même des expressions que nous avons déjà eues, c'est quand même une des questions fondamentales qu'on voit apparaître, qui est, au fond, on sent que la France a investi à raison dans la construction d'établissements d'accueil, avec une forte mobilisation des parents, du courant associatif, etc. Et qu'à l'heure actuelle, elle est en train, finalement, petit à petit, intellectuellement, de se rapprocher d'autres modèles. Le modèle hors établissement, ou en tous les cas, des établissements, finalisés autour de temps d'accueil, mais qui ne sont pas le but ultime, mais au contraire, le but ultime serait la personne chez elle, soutenue dans la vie sociale, etc. Et donc,
Ça m'intéresse néanmoins d'avoir votre petit retour sur ce sujet. Est-ce que on a fait fausse route? Est-ce qu'on a eu raison d'être dans cette construction très professionnalisée et extérieure à la vie sociale dans un premier temps? Enfin, voilà. Je pense que, merci pour cette question. Je pense que pour y répondre, il faut commencer par se remémorer le cheminement de la politique du handicap dans notre société. Au fond, ça commence au début du siècle dernier. Il y a les victimes de la Première Guerre mondiale, les victimes de la révolution industrielle capitaliste, qui demandent réparation des préjudices qu'ils ont subis. C'est la première étape, c'est la réparation. Après, à l'initiative des malades de la polio, de la tuberculose, des parents d'enfants handicapés, on passe à c'est pas l'adaptation, c'est le mot va me revenir. Mais là, on est dans une phase intermédiaire. La réadaptation. D'ailleurs, l'association qui me fait l'honneur de me confier sa présidence s'appelle l'ADAPT. Et à l'époque, le concept de réadaptation était très puissant. Ensuite, dans les années 80, lorsque la gauche arrive au pouvoir, on parle d'intégration. Et puis, certains d'entre vous doivent s'en souvenir, à la fin du siècle dernier, on a eu le fameux arrêt Perruche. L'arrêt Perruche, on est nombreux à se souvenir. Donc, il y a eu un débat doctrinal, de fond. Et je me rappelle, à l'époque, c'était Lionel Jospin qui était Premier ministre, et un débat très vif s'était instauré, et pour créer de l'unité, pour créer du consensus, autour de avec quel concept va-t-on répondre, notamment aux problèmes soulevés par l'arrêt Perruche. Il y avait deux écoles. Il y avait une école qui défendait le principe de la réparation et une école qui défendait le principe de la compensation. Et cette école, c'est celle à laquelle l'UNAPI, dont j'étais le directeur général à l'époque, appartenait. L'idée, alors c'est schématique ce que je vais dire, j'en conviens, mais l'idée était qu'au fond, qu'est-ce qu'on attend de la société? C'est la compensation d'un moins au moyen d'un plus pour atteindre le signe égal. Et c'est au fond cette trilogie qui a dominé la construction de la loi du 11 février 2005. Seulement, il fallait décliner ça de manière sociétale, d'où égalité des droits et des chances. On est dans une société libérale. La participation, c'est-à-dire la citoyenneté est très largement effective avec le fait qu'on peut participer à la vie de la cité. Participation et citoyenneté. Et tout ça est perfectible, tout ça peut être complété, etc. On n'a pas atteint le nirvana à ce moment-là. Mais ce sont quand même des fondamentaux très importants. Très, très, très importants. Et puis, il y a aussi un autre texte à la négociation duquel, d'ailleurs, quand j'étais délégué interministériel, la France a participé, c'est la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, la CIDPH. C'est important parce qu'elle est venue compléter le concept très français de citoyenneté, et elle est venue installer ce concept dans une approche globale. La CIDPH, ce n'est pas une proclamation d'intention. La CIDPH, c'est un texte juridique fondamental. C'est un texte normatif. Les juridictions françaises, elles ont beaucoup évolué, mais il faut parler franchement, elles ne sont pas très adeptes des conventions internationales. Sur les droits des citoyens, sur un certain nombre de textes européens, oui, ça a beaucoup progressé. Mais quand il s'agit d'une catégorie de la population,
on est encore à mi-chemin entre la déclaration d'intention et le texte juridique. Quand j'étais l'adjoint de Jacques Toubon, on avait fait un colloque sur la CIDPH et on y avait invité d'éminents juristes de droit administratif et de droit privé et on avait abouti à l'élaboration d'un document, d'ailleurs qui, je crois, est toujours consultable sur le site du défenseur des droits. Le défenseur des droits est en charge de veiller au suivi de la déclaration en question. Donc, on a vraiment une histoire qui se caractérise par une sémantique très précise. Chaque fois, on a avancé un peu. Pour revenir sur la question du système, c'est une des raisons pour lesquelles, moi, de mon côté, je réfléchis à la nécessité de revisiter le texte qui inspire les institutions. Il n'est pas condamnable, mais il est sans doute adaptable. Et ça peut être aussi un moyen de mobilisation et de création du lien entre la société ordinaire à l'intérieur de laquelle intégrer la réponse adaptée. L'inclusion doit concerner, encore une fois, toutes les formes de handicap et tous les degrés de handicap. Eh bien, pour être inclus, il en est qui ont besoin d'une compensation à la hauteur de leur situation. Moi, je vois dans mon conseil d'administration, il y a des parents d'enfants légèrement handicapés et des parents d'enfants lourdement handicapés. C'est un débat que l'on a commencé. Ce que je vous propose, c'est que, comme c'est intéressant de vous rencontrer, si vous avez une autre occasion, je suis prêt à venir discuter avec vous des conclusions qui seront les nôtres sur ce. Alors, je le dis sous la forme d'un clin d'œil, mais en même temps, on est en train de préparer 2 échéances politiques importantes, et je pense que c'est bon que le secteur discute de ce qu'il faut adapter dans notre héritage. En règle générale, en France, on trouve la solution dans l'adoption d'un nouveau texte. Et puis, ça permet de l'afficher au moment d'un bilan. Très bien. Mais on a des racines, on a des bases. Et pour faire évoluer ce qui est l'héritier de tout ça, il faut le contextualiser. Hein, c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire, avec une perspective de progrès. Mais moi, je ne veux plus participer à ce qui m'est arrivé, participer à l'inauguration de l'extension d'une maison d'accueil spécialisée. La personne qui représentait les pouvoirs publics a beaucoup parlé d'inclusion. J'aurais souhaité que cette personne fasse demi-tour et revienne quelques minutes après et compter le nombre de parents qui ne comprenaient pas ce. Je suis en train de parler d'une extension d'une maison d'accueil spécialisée, qui ne comprenaient pas ce que l'on venait de leur dire et qui s'interrogeaient avec appréhension sur la manière dont ça pouvait se décliner en ce qui concerne les particularités de leurs enfants. Et moi, j'ai simplement dit que c'était un propos d'ordre global, c'était un pas supplémentaire de franchi et qu'il fallait le décliner en fonction de ces handicaps que j'estime spécifiques, évolutifs, durables. Voilà. Je pense que alors, tout ce que je dis là est évidemment discutable et puis peut-être exprimé d'une manière différente. Nos expériences ne sont pas toutes les mêmes. Mais je pense que on tient là quand même de la matière pour les grands débats qui se préparent. Merci. Y a-t-il d'autres réactions, d'autres interventions? Je surveille les questions-réponses et le chat. Je ne vois pas a priori de questions émanant des participants à distance. Si, peut-être. Alors, l'évolution attendue du secteur médico-social handicap ne va-t-elle pas nous conduire vers une commercialisation de l'activité, à l'instar du secteur médico-social personnes âgées? Connaissez-vous des expériences de ce type en France ou en Europe? Ah, c'est une question fondamentale parce que ça porte sur l'opportunité de cette évolution. Oui,
il faut que l'on soit vigilant parce qu'on ne l'a pas encore abordé. Merci de poser cette question. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans… il y a des facilités d'accès par une prise en charge collective ou par des moyens donnés à la personne pour régler les frais qui correspondent à ce qu'on lui apporte. Et comme vous le savez, j'ai réalisé un rapport sur l'avancée en âge des personnes handicapées et ce que j'ai remis au gouvernement il y a déjà quand même quelques années, c'était en 2013, et le sujet était à l'ordre du jour. Le sujet était à l'ordre du jour. En annexe à ce rapport, il y a une liste d'initiatives que j'avais repérées et qui portaient sur la qualité de la réponse et la prise en charge de la réponse. À l'époque, c'était assez inspiré du système classique avec une prise en charge par la collectivité et puis un complément qui était apporté par l'usager, la famille de l'usager, etc., etc. Mais il faut vraiment s'inscrire dans cette question-là, parce que la création du 4e risque de protection sociale, on n'y échappera pas au cours du prochain quinquennat et de la prochaine législature. On n'y échappera pas. Et donc, il faut… vous voyez, par exemple, ça peut être produit ailleurs, avec une participation, puis c'est en fonction aussi des revenus de la personne. Il faut mettre tout ça dans le débat, dans la discussion. Mais par exemple, il y a un site sur lequel vous avez un EHPAD, une MAFA, une maison d'accueil de personnes handicapées âgées. Ils ont mis en commun, parce qu'on va avoir la question des coûts et de la participation des personnes, d'où le côté tout à fait opportun de la question qui vient d'être posée. Mais là, on a mis en commun des moyens. Les deux structures sont voisines, elles répondent aux spécificités des populations qu'elles accueillent, elles ont mis en commun des moyens et il y a une vie commune, il y a des activités communes. Voilà une solution. Ailleurs, ça c'est un problème majeur. Combien de fois des parents d'enfants handicapés m'ont dit, quand j'étais directeur général à l'UNAPI, vous savez, monsieur le directeur, vous savez ce que l'on souhaite, c'est difficile à dire, mais on souhaite qu'il ou qu'elle parte avant nous, parce qu'on ne sait pas ce qu'il ou qu'elle va devenir. Il y a une anxiété chez les parents de certaines formes de handicap. Et puis, de toute façon, il y a une transversalité du besoin. Et bien, sur certains sites, en respectant la différence entre les deux structures, il y a deux structures voisines. Une qui accueille les personnes handicapées âgées et l'autre qui accueille les parents de ces enfants qui, eux, ces parents sont très âgés. Je crois que c'est en Vendée qu'ils ont dû faire quelque chose comme ça. L'autre, c'est dans les Deux-Sèvres, ça j'en suis sûr. Donc, et vous voyez, là encore, ce qui a été conçu par ces collectivités-là, c'est modélisable. C'est modélisable. Il ne faut pas qu'on hésite à le faire. Il faut pas qu'on hésite à le faire. Mais la question de la prise en charge, ça va être une question centrale également dans les dans le cadre des deux élections qui se préparent. Il faut qu'on soit clair. Il y a une évolution et les adjectifs que je vais utiliser, ce ne sont pas des adjectifs polémiques. On a fait un grand pas dans une société à la caractéristique libérale très forte. J'observe que le mot solidarité n'est pas très présent dans les discours publics. Donc, il faut réhabiliter ces notions-là. Il faut que les prochains débats présidentiels et législatifs soient, de la part de certaines composantes de la société, notamment la nôtre, l'occasion de réhabiliter ces notions. Et la pandémie, avec tout ce qu'elle comporte de détestable, la pandémie, dans ses conséquences, c'est une occasion de vérifier ça et de l'affirmer. C'est extrêmement important. J'ajoute aux questions qui viennent d'être soulevées une autre question. Quel va être l'impact économique, social, culturel de la pandémie lorsque l'on sera sorti de on est dans une situation de sidération. La peur domine. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique. Et les pouvoirs publics font ce qu'il faut pour anticiper. On peut toujours critiquer ceci, critiquer cela.
la critique est souvent facile. Et en l'occurrence, le contexte n'est pas facile du tout. Mais, par exemple, il va y avoir la semaine pour l'emploi. Hein, la date a un rôle important là-dedans. C'est une illustration de mon propos. Ce que je suggère, ce que la date suggère, puisqu'elle est partie prenante active dans la préparation et le déroulement de la semaine pour l'emploi, il faut qu'il y ait une anticipation des effets de la crise sur les emplois occupés par des populations à risque, précaires. Ça, c'est très important. Tous les effets économiques et sociaux de la crise doivent, à mon avis, faire partie des débats à venir. Alors, il y a une autre question, plusieurs autres questions. On ne pourra peut-être pas répondre à tout, mais en tout cas, voilà, ça arrive, c'est bien. N'existe-t-il pas un paradoxe entre la désinstitutionnalisation future, on a beaucoup parlé de désinstitutionnalisation au cours de cette journée, et l'accompagnement des personnes vieillissantes en situation de handicap? Comment la perte d'autonomie plus rapide pourra-t-elle être accompagnée à domicile quand les parents ne pourront plus et ne seront plus présents? C'est une question importante. C'est une question importante. Elle vaut d'ailleurs pour les personnes vivant au domicile de leurs parents, bénéficiant d'une solution d'autonomie ou complètement intégrée dans une structure qui a des habilitations pour une durée moyenne qui ne va pas au-delà d'un certain âge. Il y en a pas mal qui ont ce type de statut. Donc, je pense qu'il faut mettre à plat la situation, pointer les différentes catégories et sans prétention aucune, dans le rapport que j'ai élaboré et remis au gouvernement en 2013, ces questions-là sont soulevées. Le contexte est maintenant un petit peu différent que celui de l'époque. L'aisance est moins évidente pour réaliser tout ça. C'est-à-dire qu'on va avoir, parce que les questions que vous soulevez attestent du caractère urgent et de l'attente autour de ces questions-là. Je pense que la collectivité associative, mais pas uniquement la collectivité associative, les collectivités territoriales, les organisations syndicales, on peut proposer au moyen, dans le cadre du collectif handicap, par exemple, au moyen d'un think tank approprié, parce qu'il faut utiliser les moyens modernes, pour poser les questions et y répondre. Je crois que tout ça, il faut le mettre sur la table, mais, à mon avis, pas sous le registre, cette solidarité nous est due. Certes, il faut continuer d'être solidaire, il faut réhabiliter le concept de solidarité. Mais encore une fois, en martelant le fait que quand on répond aux besoins des personnes en situation de handicap, c'est vrai aussi pour celles qui vieillissent, on répond pour une population qui va bien au-delà des limites de la population handicapée. L'approche est trop sectorisée aujourd'hui. Ce qui, et je le dis sans critique, pour les acteurs d'aujourd'hui, pose la question du positionnement de la question du handicap au sein du gouvernement. Quand j'ai terminé ma fonction de délégué interministériel aux personnes handicapées, le Premier ministre de l'époque, qui était Fillon, m'avait dit: qu'est-ce qu'on fait? On maintient ça, délégation interministérielle, ou on fait autre chose? J'avais dit: écoutez, dans la loi de 75, il était prévu un comité qui reliait l'ensemble des départements, il n'a jamais été mis en place. Moi, je vous propose qu'on fasse ça, un comité interministériel. Mais je vais être sincère. Et en le faisant, je n'attaque personne, et en particulier notre secrétaire d'État. Mais aujourd'hui, vous avez la secrétaire d'État avec toutes ses initiatives, ses réalisations, etc., son cabinet, et un comité interministériel du handicap qui, c'est logique, appuie le secrétariat d'État lui-même, dont le cabinet est restreint. Ça, c'est une décision. Ça, c'est pour l'effectivité des politiques que je mets ces sujets-là sur la table. Non, je pense vraiment que sur la base de ce que j'observe et de ce que j'ai pu observer quand j'ai fait mon rapport sur l'avancée en âge, il y a une question, je pense qu'il faut parler maintenant, ça c'est à débattre, c'est un débat que je mets sur la table.
il faut parler d'une politique de l'autonomie. Il y en a qui en manquent, il y en a qui en perdent, et il y en a qui en manquent et qui en perdent. Ce sont les personnes en situation de handicap. On a franchi déjà une étape avec Madame Bourguignon et son ministère délégué à l'autonomie, mais c'est dans la perspective de la création d'un risque nouveau de protection sociale. Je ne veux pas être oiseau de mauvais augure, mais étant donné le calendrier et la situation que l'on connaît, on va une nouvelle fois réunir des éléments pour apprécier le sujet et envisager la réponse. Ça m'étonne fort que l'on puisse aboutir avant la fin de la législature et du mandat présidentiel. Si on y arrive, je vais applaudir des deux mains et des deux pieds. Mais c'est vraiment un sujet, ça aussi, hein, parce que on a découvert la question de la perte d'autonomie lors de la canicule de 2003. Au premier trimestre de cette année-là, 2003, on avait demandé à Denis Piveteau de nous faire un décret pour créer une agence nationale du handicap. Quand on rentre des vacances après la canicule, on se dit tout ça, c'est chamboulé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, il faut ajouter à la question du handicap acquis la question de la perte d'autonomie, la question du vieillissement. D'où la création de la CNSA, d'où la création des MDPH, qui, observez-le, de manière pas forcément pilotée pour garantir l'égalité de traitement sur l'ensemble du territoire national, MDPH qui passe de plus en plus en MDA, hein, Maison départementale de l'autonomie. C'est-à-dire que, à défaut de politique dans un pays comme le nôtre, quand il n'y a pas de politique, il y a des initiatives qui sont prises et on n'arrive pas à mesurer les effets systémiques des initiatives qui sont prises sur le terrain. On voit bien qu'il y a le concept d'autonomie finira par s'imposer totalement. Et le concept d'autonomie, il appelle une réponse qui s'appelle l'anticipation et l'accompagnement. L'anticipation de la perte d'autonomie et l'accompagnement du manque d'autonomie. Je pense qu'il y a là, tout ça il faut le creuser, il faut l'approfondir, etc. Mais je pense qu'il y a là des éléments à débattre. Moi, je n'ai pas l'exhaustivité des réponses, hein, mais depuis un certain temps, et a fortiori, maintenant que je suis président de l'ADAPT et de la FIRA, ce sont mes préoccupations dominantes. La question de l'autonomie et de l'accompagnement. Merci. Alors, je vois une question sur la formation. Ces évolutions annoncées et déjà partiellement à l'œuvre questionnent également les formations professionnelles initiales et continues afin d'accompagner l'ensemble des acteurs, notamment les professionnels de terrain. Ces derniers me semblent un peu absents des échanges de notre journée et vont être très impactés par ces changements. Alors, je me permets juste de préciser, effectivement, aujourd'hui, on a à peu près 150 participants à la journée, hein, même je le dis pour l'ensemble des participants qui ne s'en rendent pas forcément compte, avec une diversité importante, même si du fait aussi de notre association Coordination 95, on a une majorité de directeurs et cadres intermédiaires de direction d'établissements et services, mais on a également 25 professionnels de terrain, hein, qui sont sur donc le suivi de cette journée, 40 professionnels de fonction support au sein des directions générales ou des administrations, et puis 17 administrateurs ou parents de personnes en situation de handicap. Voilà. Et sur les 160 inscrits, 63 sont du département du Val d'Oise, et le reste, effectivement, représente l'ensemble des autres départements. C'est un beau résultat. C'est un beau résultat. Alors, il y avait une question. C'était sur les formations. Hein. Les formations professionnelles, oui. Initiales et continues. Oui. Ah, c'est un vaste chantier. Et moins qu'on puisse dire. Mais en même temps, on est quand même héritier d'un certain nombre de choses quand même. Hein. Si je comprends, si cette question vient sur la table, c'est sans doute pour adapter les compétences à l'évolution systémique provoquée par le recours au principe d'inclusion. Mais là, moi, je livre ça au débat parce que j'avoue ne pas y avoir autant réfléchi que sur d'autres points. Il me semble que la formation, elle a fait des efforts d'adaptation, mais elle a quand même des marqueurs forts qui sont héritiers d'une époque antérieure. Sans doute y a-t-il de la part des acteurs
et des bénéficiaires. Il faut les associer, les bénéficiaires. Sans doute y a-t-il matière à mettre les choses à plat pour… là où je suis catégorique, c'est sur le bien fondé de la question et sur la nécessité de mettre autour de la table tous les acteurs pour pouvoir faire des propositions. D'ailleurs, faisons en sorte que ça s'invite dans le cadre des 2 débats qui vont précéder les 2 échéances dont je parlais tout à l'heure. Vraiment, c'est une opportunité à saisir sans oublier la prise en compte de ce que la pandémie a révélé comme défaillance dans notre système quand il y a une situation exceptionnelle qui se présente. Les spécialistes disent que des situations comme celle qu'on est en train de vivre, pas forcément de nature virale, mais de nature écologique, etc., vont générer beaucoup de remises en question et par conséquent une réflexion sur le déplacement d'un certain nombre de moyens pour faire avancer les choses. Je parle en particulier aux questions écologiques. Ça s'accélère, les destructions s'accélèrent, ça affecte l'habitat, ça affecte beaucoup de choses. Et je pense qu'il va y avoir un faisceau de sollicitations qui va exiger des priorités. Il va falloir aussi veiller à ce que le handicap reste une priorité, mais ce ne sera pas entendu si on continue sur le seul registre. C'est une dimension particulière de la société qui appelle des réponses particulières. Il faut vraiment que le discours soit, tout le monde a intérêt à ce qu'on s'en préoccupe parce que ça sert à tout le monde. Ça, il n'y a rien à faire. On n'arrive pas sur le plan culturel à le faire. Dans les sociétés, encore une fois, anglo-saxonnes, etc., c'est évident. Chez nous, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. J'exagère. Il y a eu quand même des progrès. Mais faisons dans notre discours, nous qui sommes les porteurs, à des titres divers, professionnels, militants, responsables associatifs, je ne sais pas trop quoi, faisons-nous porteurs de ce discours-là. Ne regardez pas la question du handicap comme étant un impératif de solidarité. Oui, c'en est un. Mais ajoutez à cela, comprenez bien que quand on est solidaire des personnes en situation de handicap, d'abord, on est sur le champ des personnes qui perdent de l'autonomie dans le courant de leur vie et au-delà, et on aménage les choses, on enrichit les choses. Que de méthodes. On a l'habitude d'évoquer, pour illustrer ça, le plan incliné qui permet d'entrer sans utiliser l'escalier certains autobus. Bon, mais il y a des méthodes pédagogiques à l'école qui ont été intégrées dans la pédagogie ordinaire et que l'on avait conçues pour les publics qui avaient des difficultés d'accès au savoir, pour des raisons notamment de difficultés intellectuelles. Donc, vraiment, martelons ça. Et vous toutes et vous tous qui devez certainement être des acteurs du secteur, moi, je vous invite fortement à le déclarer, à le dire. N'ayons pas honte. Avec ce que l'on fait avancer tout le monde. Alors, c'est pas vrai dans tous les domaines, mais c'est vrai dans beaucoup de domaines. Vendons ça aux électeurs, et faisons prendre en charge par les candidats. Ça me paraît majeur. J'admire votre enthousiasme indéfectible et permanent en cette période. Ça fait quand même vraiment beaucoup de bien. Merci. Merci beaucoup, Patrick Goé. Merci pour cette très très belle intervention qui clôture notre colloque. Je vais surtout pas me risquer à faire ni une synthèse de vos propos et encore moins une synthèse de la journée. Je retiens quand même dans ce que vous avez dit quelque chose qui me frappe beaucoup, c'est cette question de la charité et puis de la solidarité et effectivement ce propos qui nous amène à un véritable changement de regard finalement sur les personnes que nous sommes amenés à accompagner en tant que professionnels du secteur médico-social. Je crois qu'on a encore beaucoup de choses à faire. Vous parliez de personnes qu'il faut non plus regarder comme personnes à accompagner, personnes à avoir dans nos structures sur lesquelles on aurait, nous, un savoir de professionnels à distribuer, mais comme des personnes capables, comme des personnes qui ont des compétences et comme des personnes qui
voilà, font déjà partie de la société dans laquelle nous vivons et que nous avons à accompagner à faire encore plus partie que ce n'est le cas aujourd'hui de cette société parce que leur fragilité, leur vulnérabilité nécessitent une compensation et effectivement, nous sommes responsables de mettre en œuvre sous toutes les formes qu'elle peut représenter cette compensation. Donc voilà, moi le message essentiel que je retiens de votre intervention, et en tout cas un très très grand merci de nous avoir fait une fois de plus l'amitié d'être dans notre colloque de la coordination. On vous réinvitera parce qu'on se lasse pas. N'hésitez pas. On a bien retenu votre proposition. En tout cas, j'ai été ravi d'être parmi vous, ravi. Et gardons le contact. À bientôt. Merci. À bientôt, Monsieur Goé. Merci, Monsieur Goé. Merci.